à London va l'interroger. Bonjour, merci Guy. Et donc effectivement, on va se transposer des Alpes aux montagnes rocheuses. And it's a great pleasure to have you with us. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Alors, on voit les lacunes du système américain, mais je ne vais pas l'utiliser comme un benchmark. Mais dans le système américain, il y a quand même des bijoux cachés. Et comme Guy l'a souligné, Intermountain, c'est peut-être un de ces bijoux cachés. Donc, vous fournissez à peu près 50% des soins dans le Utah et vous avez un coût moyen, à peu près la moitié du coût américain, avec des résultats en qualité qui sont extraordinaires. Vous donnez des soins primaires et des soins hospitaliers. Vous avez 24 hôpitaux. Donc, ma première question est simple. Comment avez-vous organisé tout cela? Comment gérez-vous les soins primaires et les hôpitaux pour arriver à ces résultats incroyables? Premièrement, Thomas, merci beaucoup de cette invitation. J'aimerais vraiment remercier les organisateurs. C'est vraiment un honneur pour Intermountain de participer à votre conférence. Alors, comment est-ce qu'on a organisé notre système? Eh bien, en deux bandes larges. Le premier, c'est le Community-Based Care. Donc, ça, c'est tout ce qui est soins primaires. C'est là où on travaille pour rester en amont avec les soins et maintenir vraiment et limiter les coûts pour tout ce qui est ambulatoire. L'autre côté, c'est là où j'habite, c'est ce qu'on appelle nos soins de spécialité. Et c'est là où il y a les hôpitaux, du côté de spécialité. Et comme vous avez dit, il y a 23 hôpitaux plus un hôpital virtuel et on essaye d'en construire davantage. Ceci étant dit, nous comprenons bien le coût des soins, c'est surtout dans les bâtiments. Donc, nous essayons toujours de trouver des moyens de limiter ce côté spécialité. Mais on ne vit pas dans des silos, on a une communication constante entre les deux côtés. Donc, le côté spécialité et le côté communautaire. Alors, les choses que vous essayez de mettre en place pour sortir les soins des hôpitaux, est-ce que vous pouvez les décrire et pour développer aussi les soins dans le domaine primaire pour éviter les dépenses hospitalières? Oui, les deux côtés de l'équation. Oui, on reconnaît bien l'importance de réduire les coûts de nos hôpitaux. Et on a trouvé des solutions, pas uniques, avec des centres de chirurgie ambulatoire, des centres d'imagerie extérieure. On essaye d'empêcher les gens d'aller aux urgences parce que là, c'est... Alors, tout ce qui est soins urgents, au lieu de venir à l'hôpital, les gens viennent à une clinique libre où, au lieu d'avoir un rendez-vous, ils peuvent arriver à n'importe quelle heure. Ça peut être quelqu'un qui a des douleurs dans la poitrine ou un rhume. Et c'est comme ça qu'on essaie de sortir les patients des urgences. J'aimerais revenir à ce que vous avez dit de l'autre côté, où on essaye de maintenir les coûts, c'est à travers les soins primaires. On le fait à travers plusieurs façons. On a bien sûr des médecins, mais ce qu'on veut faire, on dit qu'on veut réimaginer les soins primaires. À la place d'un patient qui voit son médecin, on a tout un groupe de patients, tout un panel de patients, peut-être 1000 patients, et ensuite une équipe qui travaille autour de ces 1000 patients. Un médecin, un infirmier, un pharmacien, un travailleur social, pour vraiment rester en amont avec son patient et le maintenir en bonne santé. Et comment est-ce que ces personnes se collaborent? Comment est-ce que vous les coordonnez? Autour du patient, eh bien, l'équipe rentre dans vraiment une réunion ensemble tous les jours. Donc, ils vont regarder leur groupe de patients, ils vont regarder les données. Est-ce que les patients sont allés aux urgences ou est-ce qu'on s'inquiète que quelqu'un tombe malade? On va peut-être les appeler, les patients qui viennent de sortir de l'hôpital. Et puis, on va regarder tout le panel des patients et regarder ce qu'il faut faire. Et ensuite, on divise les tâches à partir de là. Vous avez parlé de un certain nombre de choses que vous essayez de sortir de l'hôpital, un certain nombre d'activités cardio. Et on ne pense pas toujours à les sortir de l'hôpital, ces activités-là. Vous pouvez en dire davantage? Oui. Et je dirais aussi que si mes administrateurs étaient ici, ils seraient un petit peu nerveux lorsqu'on parle de sortir les soins cardio de l'hôpital. Mais nous avons regardé nos centres de chirurgie ambulatoire et nous avons regardé où est-ce que nos patients coûtent beaucoup d'argent. Eh bien, on regarde beaucoup les soins cardio. Donc, ça peut être l'imagerie, et on n'est pas encore là, mais on veut aussi des cathétérisations
de façon ambulatoire également. Et on n'y est pas encore. Une chose qu'on a ici dans le système français, c'est que notre système hospitalier et notre système de soins primaires fonctionnent toujours en silo. Et on essaye de trouver des moyens de casser, de décloisonner ces deux mondes. Et moi, j'aimerais savoir comment vous vous organisez, comment vous gérez ces parcours entre les deux. Oui, comment est-ce qu'on garde les deux? Eh bien, une astuce qu'on a, c'est quelque chose qu'on appelle nos programmes cliniques. Si vous venez de la médecine universitaire, ça ressemble à ce qu'on retrouve pour un service. Mais ce qu'on fait avec ces programmes cliniques, c'est qu'on a un programme sur le cardiovasculaire, un autre sur l'oncologie, un autre sur musculo-squelettique, l'autre sur le comportement. Et ces programmes travaillent pour dire voilà ce qu'il faudra pour que les patients ne rentrent pas à l'hôpital. Donc, on va les pousser en amont et on utilise ces modèles de soins standardisés pour empêcher nos patients d'arriver à l'hôpital. Et une fois qu'ils arrivent dans l'hôpital, on utilise les mêmes modèles pour vraiment qu'ils ne restent pas trop longtemps à l'hôpital. Alors, par exemple, on va prendre un enfant qui arrive aux urgences et a cogné la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça dépend où on va. Si le patient est en train de vomir, on fera peut-être un scan de la tête, peut-être des analyses sanguines. Tout peut arriver. Nous avons développé des modèles de processus de soins. Donc, lorsque le patient arrive aux urgences ou à Instacare, il y a un processus qu'il faut suivre et on le mesure. Est-ce qu'ils ont eu le scan? Est-ce qu'ils ont suivi les protocoles et on mesure les résultats pour ce patient? Ce que nous avons découvert, c'est qu'on a pu réduire les coûts et maintenir la qualité au même niveau. Peu importe si vous arrivez dans un de nos hôpitaux ruraux qui n'ont que 15 lits et dans une ville qui a 1500 personnes ou dans un de nos hôpitaux tertiaires ou quaternaires à Salt Lake City qui est notre pôle. Eh bien, une des particularités de l'Utah, c'est que ce n'est pas un État avec une population très dense. Donc, vous devez faire face aux difficultés qu'on a ici en France, c'est-à-dire l'accès aux soins dans les zones isolées. Et c'est un débat constant en France. Comment avez-vous géré cette difficulté? Eh bien, on fait plusieurs choses. Beaucoup de nos hôpitaux sont ce qu'on appelle des hôpitaux à accès critique ou ruraux. 2 hôpitaux ont 4 médecins au total. Donc, ce sont vraiment des très petits hôpitaux. Alors, on a utilisé, bien sûr, les infirmières praticiennes. On essaye d'embaucher les infirmiers praticiens qui acceptent d'aller dans ces zones rurales. Pas tout le monde veut vivre dans ces toutes petites villes. Ça, c'est difficile. Mais on utilise aussi la télémédecine et on l'utilise énormément pour avoir les soins sur place. Si le patient arrive avec un problème compliqué, un AVC, on utilise la télémédecine du pôle central pour aider le praticien, l'infirmier ou le médecin à soigner le patient correctement. Et donc, on a 600 000 patients traités. Alors, on va écouter quelques problèmes que vous avez pu gérer. Beaucoup de nos urgences en France sont en grève actuellement et puisqu'ils ont du mal à gérer l'influx de patients. Et comment gérez-vous, comment empêchez-vous les patients à venir aux urgences? Moi, je suis ravie que nous n'avons pas ce problème. J'espère que ça reste un problème franco-français. Nous faisons beaucoup pour empêcher nos patients d'arriver aux urgences parce que nous comprenons bien le coût et la complexité à tel point que c'est lourd. Donc, on a réimaginé les soins primaires. On a ce qu'on appelle des panels de patients. On essaye de regarder nos patients et pour empêcher ces patients de devenir malades. Et donc, on laisse quand même et on utilise ce que j'ai appelé Instacare ou Urgent Care au départ. Mais pour empêcher les gens d'arriver aux urgences, on utilise aussi la télémédecine et on utilise aussi une application téléphonique où les patients peuvent faire ce qu'on appelle Connect Care. Donc, ils utilisent leur smartphone pour visiter les urgences. Si je suis un patient, ça marche comment? Alors, vous avez une application. On pense que pour tous les problèmes, il y a une app, mais ça marche bien, cette application. Et on clique dessus, ça vous met dans une attente assez rapide. Vous rentrez vos symptômes, ça vous amène au bon prestataire et ils peuvent aller jusqu'à une ordonnance de médicaments ou de vous dire que vous devez venir aux urgences
ou sinon, on vous propose une visite en soins primaires plus tôt. Alors, le thème de cette conférence est la gouvernance, et je voulais aussi traiter ces éléments. Si on pense au fonctionnement du système dans les montagnes, que diriez-vous sont les facteurs de succès clés en termes de gestion de la performance, en termes de gouvernance de vos professionnels, en termes de productivité, mais également en termes de qualité? Quelles sont les astuces ou les recettes? Eh bien, Thomas, vous savez qu'on n'est pas parfait, vous l'avez dit déjà au départ, mais on essaye de toujours s'améliorer. On focalise surtout sur ce que nous appelons nos fondamentaux de soins, la qualité, la sécurité, l'expérience pour la patient, mais aussi pour le soignant, parce qu'on s'inquiète beaucoup de savoir que les soignants ne rencontrent pas le burn-out. Et bien sûr, la limitation de nos coûts, et on essaye de croître également. Et vous mesurez tous ces paramètres systématiquement, et comment vous le faites? Eh bien, on le fait de plusieurs façons. En étant un système de santé intégré, on peut regarder des KPI et des objectifs, donc ces indicateurs de performance clés. Et comment est-ce qu'on les analyse? Eh bien, on utilise l'amélioration continue, un petit peu la façon de production de Toyota, où on fait des petites réunions sur le terrain et on a 2500 petites réunions qu'on appelle les huddles de 4 à 15 minutes. Et avec ces petites mini-réunions au niveau exécutif, alors s'il y a eu, par exemple, un problème d'aiguille dans une de nos hôpitaux, le directeur est informé immédiatement. Il y a aussi ces fondamentaux qu'on utilise pour vraiment impulser la performance pour les médecins, surtout autour des soins primaires. Ces mesures de qualité sont comme ça, qui sont jugées, et classifiées et payées, plus que sur le nombre de visites. Donc, ils ont un système où, essentiellement, ils ont des incitatifs sur ces mesures de qualité. Oui, c'est ça notre objectif, exactement. Un dernier point avant de conclure. Je pense que, encore une fois, vous avez dit qu'une des choses fondamentalement différentes chez Intermountain, c'est le rôle du patient, éventuellement, enfin, de façon ultime. Est-ce que vous pouvez en parler davantage du point de vue du patient? Comment est-ce que c'est différent? Eh bien, on vit avec vraiment la devise que le patient doit être notre première préoccupation. Tout doit être focalisé sur le patient. On utilise les mêmes mots chez nous, mais ça ne fonctionne pas toujours, ça ne se traduit pas toujours dans la réalité. Oui, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le vieux modèle? Les hôpitaux voulaient attirer les patients, les médecins voulaient voir davantage de patients, et au milieu de tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe avec le patient. Donc, en regardant les mesures de qualité, en regardant l'accès, et en se rendant compte, en fait, que nous avons beaucoup de personnes qui essayent de perturber notre secteur et qui essayent de nous enlever les patients, eh bien, il faut focaliser sur notre vue du patient. Et il faut utiliser ces mesures, ces indicateurs. Il faut réimaginer les soins primaires. Donc, les patients ne veulent pas aller à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder à la maison? Donc, les mesures, c'est vraiment ce qui est nouveau pour votre gouvernance. Oui, il faut mesurer ce qui est important. Oui, merci beaucoup d'avoir partagé tout cela, Tom. Merci beaucoup.